Bonjour à tous, il est 11h30. Bienvenue à vous tous et à vous toutes qui êtes nombreux à nous avoir rejoints ce matin pour ce webinaire qu'on a choisi d'organiser sur le thème du prélèvement à la source, webinaire Serre France que nous organisons à destination de nos clients, à destination de nos prospects sur des thèmes d'actualité. Le précédent webinaire avait eu lieu sur le thème des réseaux sociaux. Aujourd'hui, un thème bien différent, mais un thème qui préoccupe et qui intéresse aujourd'hui tout autant nos clients, les chefs d'entreprise, les employés de main-d'œuvre. C'est le thème du prélèvement à la source. On a choisi aujourd'hui de vous faire une intervention avec deux intervenants, Nathalie Bonduel, qui est directrice du service employeur dans Serre France Poitou-Charentes, et puis Gilles Perdriel, qui est responsable du service juridique et fiscal du Serre France de Drôme-Vaucluse. En préalable et avant de vous donner quelques éléments sur les thèmes que nous allons aborder ce matin, je voulais vous indiquer que vous avez la possibilité de poser des questions dans l'espace de chat, questions auxquelles nous répondrons à la fin de ce webinaire. Nous essayerons de prendre certaines d'entre elles, peut-être pas toutes, mais on aura un moment à la fin de ce webinaire sur les questions que vous demandez à voir sur le sujet. Serre France, un réseau d'entrepreneurs gagnants, et je voulais commencer très rapidement, très brièvement, à replacer et à représenter le réseau Serre France. Le réseau Serre France est aujourd'hui le premier réseau en France d'expertise comptable, c'est le magazine La Profession Comptable 2018 qui le dit. C'est un réseau associatif et mutualiste qui est présent sur tout le territoire, 700 agences au service de nos clients qui sont des TPE, des PME, avec principalement deux métiers, l'expertise comptable et la paye, et puis le métier du conseil. Le métier du conseil, c'est le conseil économique, mais c'est aussi le conseil technique à travers des expertises dans le domaine juridique, fiscal, social, gestion patrimoniale. Donc nous accompagnons aujourd'hui 320 000 clients qui sont des agriculteurs, qui sont des viticulteurs, qui sont des artisans, des sociétés de services, des professions libérales, des particuliers sur l'ensemble de ces métiers. Un réseau de proximité. Vous avez aujourd'hui sur le territoire national une agence à 30 ou 40 km au maximum de chez vous et la possibilité, nous le verrons à travers ce webinaire, de pouvoir avoir un accompagnement en local au plus près de chez vous sur les sujets qui vous préoccupent et notamment sur le sujet du prélèvement à la source si vous le souhaitez. Voilà, je vais donc laisser la parole à Nathalie Bonduel et juste présenter le sommaire. Comment est-ce qu'on va présenter ce sujet? On va d'abord parler de définition, des éléments clés, les fondamentaux. De quoi parle-t-on quand on parle de prélèvement à la source? On aura tout de suite après une intervention sur les taux de prélèvement. Quels sont-ils? Comment ça va se passer pour les employeurs de manœuvre? Quels vont être les impacts pour eux? Quelles sont les décisions, les actions qu'ils devront mener pour traiter à bien ce sujet? On aura ensuite un moment qui passera sur les travailleurs non salariés, les indépendants. Et enfin, on fera un zoom sur l'année 2018, qui est une année importante, c'est une année de transition. Donc, on pourra conclure ce webinaire dernière partie. Voilà, donc je vais laisser la parole à Nathalie Bonduel. Elle va vous présenter les éléments clés sur le prélèvement à la source. De quoi parle-t-on exactement? Voilà, Nathalie, je te laisse la parole. Merci Ludovic, bonjour à toutes, bonjour à tous. N'hésitez pas à me dire qui vous êtes dans le chat. Au contraire, ça me permettra d'adapter mon discours. Vous êtes employeur, vous êtes commerçant, artisan, salarié, chef d'entreprise, indépendant. N'hésitez pas, comme ça je pourrai adapter mon discours à votre propos. Alors effectivement, de quoi parle-t-on? On va revenir un petit peu sur les principes. Je pense que vous les avez largement entendus. C'est une taxation dite contemporaine des revenus, afin donc de s'adapter en temps réel le prélèvement à la situation même du contribuable, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. C'est également, concourt à un objectif de sécurisation du recouvrement de l'impôt, une réforme du seul recouvrement, sans modification des modalités d'établissement de l'assiette et de calcul de l'impôt sur le revenu, ça on n'y touche pas. Et puis il y aura surtout le maintien de la déclaration de l'ensemble des revenus donc en N+1,
avec imputation des prélèvements ou des acomptes sur l'impôt, et puis un complément à verser aux restitutions par le Trésor. C'est quelque chose que ça, vous connaissez, qui ne va pas changer. Alors, la réforme en quelques temps, rapidement, hein, puisqu'elle a vu effectivement un report, c'est important, c'est quand même la loi de finances 2017 qui avait instauré le prélèvement à la source, ce qu'on appelle le PAS, pour les revenus perçus ou réalisés donc à compter du 1er janvier 2018. Effectivement, cette réforme a été confirmée par la loi de finances 2018, mais elle a été reportée et elle va rentrer en vigueur au 1er janvier 2019. Alors, un petit calendrier quand même pour rappeler où on en est aujourd'hui et où on va demain. Mai 2018, donc information des taux aux salariés par les impôts. Donc normalement, dans les 2042, l'ensemble des contribuables ont pu voir les options se profiler lorsqu'ils ont fait leur déclaration de revenus il y a à peine un mois. Et pouvoir éventuellement le modifier, l'adapter, le moduler. L'été 2018, que va-t-il se passer? L'été 2018, je vais recevoir mon taux et je vais pouvoir le modifier éventuellement. Donc, une deuxième approche du taux après avoir impacté ce taux là dans votre 2042. Septembre 2018, une année importante notamment pour les employeurs. Je m'adresse ici aux employeurs, je sais qu'il y en a dans la salle, je pense qu'il y en a dans la salle, et qu'ils sont nombreux, préconfiguration des bulletins de salaire. On en reparlera tout à l'heure, j'en reparlerai tout à l'heure. Le taux apparaît sans prélèvement d'impôt. Là, c'est un objectif de sensibilisation de vos salariés, de sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes avec une préconfiguration sur les bulletins de paye entre octobre et décembre. Et puis enfin, à janvier 2019, paye de janvier 2019, paye, pension, vous allez voir à qui va être concerné, on va prélever effectivement, notamment pour les salariés, le prélèvement à la source sur le bulletin de salaire. En vitesse de croisière, on se projette, printemps 2020, que va-t-il se passer? On déclarera nos revenus 2019. Et puis, se calculera l'impôt avec restitution d'un trop versé ou paiement d'un solde sur les derniers mois de l'année. Alors, les revenus concernés. Je vais faire tous apparaître. Donc, vous voyez quand même qu'ils sont nombreux. On a tout d'abord les revenus des salariés et des assimilés. On a le revenu des indépendants et des assimilés. Je sais qu'il y a des indépendants dans la salle. Et puis, on a les revenus fonciers. Et tous ces revenus-là sont concernés par le prélèvement à la source. Pour ce qui est des salariés ou des assimilés, on va s'adresser à qui? On va s'adresser bien sûr aux salaires, aux pensions de retraite, d'invalidité. Sont concernées les indemnités journalières, les allocations de chômage pour les demandeurs d'emploi, les pensions alimentaires, les rentes à titre onéreux, les revenus de source étrangère, imposables en France, les présidents et gérants minoritaires, qui sont des assimilés salariés. Donc on va effectivement leur prélever, on n'a pas tout à fait les réponses encore là-dessus, sur ces gérants, mais je pense qu'on les aura d'ici septembre. Et enfin, le régime de Lénine. Alors, je ne sais pas si dans la salle, faites-vous connaître, si nous avons des marins-pêcheurs, des producteurs de moules ou d'huîtres, le régime Lénine, c'est une petite particularité. Effectivement, le PAS, lui, est concerné, sauf que, comme le PAS va transiter par une norme qu'on appelle la DSN, et j'y reviendrai tout à l'heure, et que la DSN n'est pas applicable aujourd'hui au régime Lénine, mais ne le sera qu'au 1er janvier 2020, eh bien, le PAS va être configuré, non pas dans le bulletin de salaire, mais sur un bordereau déclaratif à part. Voilà, c'est la petite particularité, c'est la question sur les lignes, je pourrai revenir dessus tout à l'heure. Donc voilà pour ce qui est des salariés et des assimilés. Ensuite, on a le revenu de tous les indépendants et assimilés. C'est Gilles tout à l'heure qui va vous expliquer comment ça va se passer pour vous. Alors, dans ces indépendants, nous avons nos BIC, donc nos bénéfices industriels et commerciaux, donc les commerçants, nos BNC, nos bénéfices non commerciaux, donc toutes les professions libérales, et puis nos bénéfices agricoles pour nos agriculteurs. Sont également concernés les revenus fonciers, donc notamment les bailleurs. Alors les revenus concernés, vous les avez vus, les revenus maintenant qui sont hors dispositif. C'est essentiellement les revenus de capitaux mobiliers. Donc un prélèvement à la source sera opéré donc, par le PFO. Les plus-values mobilières, les plus-values immobilières des particuliers, donc qui est un impôt payé lors de la réalisation des formalités, les gains des auto-entrepreneurs, je pense qu'il y en a également dans la salle, et donc c'est pour ce qu'on appelle le prélèvement libératoire, les plus-values professionnelles à long terme,
Et puis, certains traitements salaires, pensions ou rentes de source française, mais qui sont perçus pour des non-résidents. Bon, ça ne tardera pas trop sur les non-résidents, on n'a pas les réponses non plus à toutes nos questions sur cette thématique-là. Ils ont un prélèvement à la source qui est propre à ces revenus. Voilà, et donc pour ces revenus-là, qui sont hors dispositif du champ du PAS, eh bien l'impôt sur les revenus continuera à être acquitté comme auparavant, sans changement. Voilà, donc ça, j'ai posé les principes de base de ce prélèvement à la source. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Gilles, qui va vous parler du taux. À toi, bonjour Gilles. À tous, je vais effectivement vous parler du taux de prélèvement. Diapo suivante, merci. Donc, le taux de prélèvement, peux-tu changer de diapo, je te prie? Est-ce que vous m'entendez bien? Merci. Donc, prélèvement à la source, le taux est au centre du dispositif parce qu'il va permettre de déterminer le montant des prélèvements à la source. Il va permettre également de calculer les acomptes. Le taux est déterminé par l'administration fiscale qui va le communiquer à chacun des foyers, qui l'a déjà communiqué avec l'avis d'imposition. Ce taux sera d'ailleurs visible sur l'espace personnel de chacun sur impôts.gouv. Ce taux est déterminé à partir des derniers revenus connus par l'administration, c'est-à-dire les revenus N-2 pour les 8 premiers mois de l'année et les revenus N-1 pour les 4 derniers mois de l'année, c'est-à-dire après traitement des déclarations d'ensemble des revenus. Il y a donc un petit décalage dans le temps en ce qui concerne le taux. Je précise en outre que le taux est établi à partir de la fraction de l'impôt correspondante aux revenus entrants dans le champ de la réforme et les revenus correspondant au champ de la réforme également. Diapo suivante. Diapo suivante, merci. Donc, je continue. S'agissant du taux, ce taux peut-il être modifié en cours d'année? Eh bien, oui, il peut être modifié. Je ne sais pas, Ludovic, si tu m'entends, pour changer de diapo. Le taux peut être modifié, en effet, en cours d'année pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, vous le savez, un taux d'imposition est fonction de la situation de famille. On parle de quotient familial. Dès lors, des événements affectant cette situation de famille, comme par exemple un mariage, un divorce, un PACS, une rupture de PACS, un décès, une naissance, doivent être impérativement portés à la connaissance de l'administration dans un délai de 60 jours. Mais également, le contribuable peut amener une modification volontaire de ses prélèvements lorsqu'il estime qu'au regard de ces situations, il ne paye pas assez ou qu'il paye trop de prélèvements. On parlera de modulation. S'il estime ne pas payer assez, ce sera une modulation à la hausse. Vous l'imaginez fort bien, cette modulation sera assez facilement accueillie. En revanche, il estime qu'il paye trop au regard de sa situation, il va demander une modulation à la baisse. Celle-ci sera plus complexe à mettre en place car elle supposera déjà que le contribuable communique l'estimation de ses revenus de l'année afin que l'administration établisse de nouveaux calculs. Enfin, si on peut changer de diapo, nous avons également un taux nul qui est prévu pour les contribuables qui n'ont pas été imposés au titre des 2 années antérieures et pour lesquels le revenu fiscal de référence est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial. Et puis il y a le taux individualisé, car on l'a dit, le taux est communiqué pour le foyer fiscal. Maintenant, les 2 membres d'un couple peuvent demander à l'administration de recalculer pour chacun d'eux un taux individualisé qui prendra en considération les revenus propres de chacun, c'est-à-dire traitement et salaire, les bénéfices, et la moitié des revenus communs, essentiellement les revenus de capitaux mobiliers. Le montant acquitté par le couple sera le même, mais la répartition sera différente. Ce peut être également, dans un souci de discrétion, que les conjoints pourraient opter pour ce taux individualisé envers leur employeur. Pour ce qui concerne la diapo suivante, nous pourrons parler également du taux donc diapo suivante plutôt, nous pourrons parler du taux par défaut que certains ont faussement appelé le taux neutre. Ce taux par défaut va s'appliquer obligatoirement dans un certain nombre de situations. Tout particulièrement les primo-déclarants pour lesquels par hypothèse de départ, l'administration n'a pas les références antérieures requises. Ça s'appliquera également, ce taux s'appliquera également pour les personnes rattachées au foyer fiscal, mais également pour les personnes titulaires de contrats
court, de moins de 2 mois ou de contrat sans terme précis. Et puis d'une manière générale, ce taux, qui mérite donc bien son nom, taux par défaut, pourra être utilisé par l'employeur dès lors qu'il n'a pas connaissance d'un autre taux valide pour le contribuable. Donc l'employeur, l'entreprise, ne sera jamais mise en difficulté par une absence de taux. En absence de taux, elle appliquera le taux par défaut. Je dois ajouter que ce taux par défaut peut faire l'objet également d'une option par le contribuable, mais uniquement option par les contribuables qui disposent de revenus qui entrent dans le champ de la retenue à la source, traitement et salaire notamment. Ça ne peut pas être utilisé par les indépendants. Diapositive suivante. Pour vous exposer que présenter ce taux par défaut, qui va donner lieu, et qui a déjà donné lieu, publication de grilles. Il existe 3 grilles, 2 pour les départements d'outre-mer et 1 pour la métropole. Ces grilles seront réévaluées chaque année avec la loi de finances. Dans la colonne de gauche, vous voyez apparaître tout un ensemble de fourchettes de revenus. Il s'agit de revenus mensuels. On doit donc situer le revenu dans la fourchette correspondante et, ligne de droite à même hauteur, on trouve un pourcentage qui est le taux de prélèvement appliqué sur l'intégralité du revenu qui est situé entre les 2 branches de cet écart. Voilà pour ce qui concerne le taux. Je rends la parole à ma collègue. Merci Gilles. Alors voilà pour le taux. Donc maintenant, on va parler des employeurs. Alors ceux qui sont dans la salle, vous ne vous êtes toujours pas fait connaître, mais je pense quand même que vous êtes nombreux. Eh bien, je vais vous parler de comment ça va se passer pour vous. Tout d'abord, sachez que l'administration fiscale nous garantit une confidentialité. Le salaire, alors c'est rassurant ça pour vos salariés, parce qu'on a eu beaucoup de questions au cabinet Serre France et au réseau Serre France sur ce sujet-là. Oui, mais mon employeur va tout connaître de moi, combien je paye d'impôts, ma vie privée, etc. Le salarié ne donne aucune information à son employeur. L'administration fiscale ne donne aucune information à l'employeur en dehors du taux. Et c'est bien l'administration fiscale qui reste l'interlocuteur du contribuable pour ses impôts. Si, par ailleurs, vous avez donc des questions qui vont arriver au fil de l'eau, plutôt en fin d'année, mais plutôt en début d'année prochaine, sur ce sujet-là, et que le salarié soit surpris de voir, oui, il va avoir un petit peu moins de salaire net puisqu'on va lui prélever son impôt, eh bien, il faut le diriger vers l'administration fiscale. Ce n'est pas à vous de répondre et vous n'aurez pas les moyens de répondre à cette question-là. Et ça, c'est rassurant aussi quelque part parce que l'administration nous assure une confidentialité. Et c'est important. Alors, comment ça va se passer? C'est un schéma que j'ai repris de l'administration fiscale qui, j'en profite pour le dire, vous a fait des kits collectors sur le service d'impôt.gouv, sur le site d'impôt.gouv. Allez-y, ils sont vraiment bien faits, ils sont ludiques, ils sont faciles de compréhension. Vous pouvez vous en servir aussi pour vos salariés. Et voilà, donc l'administration calcule le taux de prélèvement, le communique au tiers versant les revenus. Donc, tiers, ça peut être vous, employeur, ou vous, caisse de retraite, ou Pôle emploi. Et il y a un petit schéma qui résume bien cette affaire. L'administration, donc je vais sur la droite, communique le taux donc à l'employeur et l'employeur, en contrepartie, va reverser le PAS à une date donnée. On y reviendra tout à l'heure. Et on verra par quel flux et par quel dispositif. Ensuite, l'employeur, donc c'est là où il y a la petite maison, eh bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va verser le salaire au salarié et lui remettre son bulletin de salaire. Que va-t-il se passer pour le contribuable? C'est la petite dame là qui est à gauche. Eh bien, lui, le contribuable, eh bien, il va continuer de faire sa déclaration de revenus au mois de mai et sa 2042 de chaque année. Et donc, il va l'envoyer aux services fiscaux et en retour, les services fiscaux eh bien, vont lui adresser un solde à payer ou pas en fonction de ses revenus. Vous voyez que le schéma est assez simple, hein, finalement. Et on a toujours cette notion de confidentialité garantie. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de ce dispositif? Comment le flux de l'impôt va-t-il être emmené, embarqué, transporté? Eh bien, c'est la DSN qui est au cœur du dispositif. La DSN, employeur, vous la connaissez parfaitement, c'est la déclaration sociale nominative, qui est la nouvelle norme déclarative en France, qui a vu le jour il y a quelques années, mais qui s'est surtout bien implantée en 2017 auprès de vous. Et puis là, aujourd'hui, on peut dire que 99% des employeurs sont en flux DSN aujourd'hui pour transmettre les déclarations sociales, toutes caisses confondues, et tout régime confondu, régime agricole,
régime URSSAF, j'ai régime général, je mets toujours le bémol. Le régime ENIM, si j'ai des participants relevant de cette branche, aujourd'hui n'est pas concerné par la DSN, c'est pour ça que le pass va être un peu particulier pour vous. La DSN étant au cœur du dispositif, c'est le taux de prélèvement qui est transmis donc par l'administration fiscale au collecteur de manière dématérialisée et automatique, grâce à la DSN. En l'absence du taux communiqué, Gilles vous l'a dit tout à l'heure, c'est le collecteur, vous pourrez vous, en tant qu'employeur, appliquer le taux par défaut, en fonction de la grille qu'on vient de vous présenter. L'employeur, vous devrez, vous, employeur, calculer et opérer le prélèvement sur le salaire net. Et quand on parle du salaire net, on dit le salaire net imposable. Le déclarer mensuellement et le reverser aux impôts par le flux DSN. Le prélèvement sera réalisé et figurera sur le bulletin de salaire. On va voir comment il y aura une étape intermédiaire de préparation à tout ça à partir du mois d'octobre déjà de cette année. Mais sinon, le prélèvement à la source figurera sur le bulletin salaire et donc le salarié sera informé de ce montant. Et enfin, on appelle ça un CRM. C'est le flux CRM, le compte rendu métier, qui va vous permettre de recevoir, vous employeur, chaque mois, le montant du taux du mois suivant. Alors, Gilles vous l'a expliqué, le taux il a une durée de vie. Hein, vous allez recevoir ces taux-là, vous allez les recevoir à partir du mois d'octobre via ces CRM, via ces comptes rendus métiers, c'est les impôts qui vont vous les recevoir. Vous êtes habitué aujourd'hui à les consulter, ces CRM, puisque vous allez les consulter pour tout ce qui est modification de taux de prévoyance, de retraite, etc. Donc tous ces taux liés au contrat d'assurance de la protection sociale du salarié, eh bien vous avez l'habitude de les consulter pour les impacter et les modifier dans la paye du mois suivant. Et bien pour le pass, ça va être pareil. Mais vous allez commencer à en recevoir dès le mois octobre, novembre, normalement novembre, décembre, pour justement vous habituer à ça et commencer à tester ces CRM. Alors, il faut savoir que la durée de vie d'un taux, c'est 2 mois. Donc, au-delà de 2 mois, il faut aller les consulter, ces CRM de taux pass. Parce que si le salarié en amont a modifié pour une raison X, par exemple pour divorce son taux, eh bien, il va falloir que vous l'impactiez, vous, dans la feuille de paie. Donc là, vous avez effectivement un petit travail à faire. Alors, j'ai vu que nous avions des cabinets aussi d'expertise comptable et audit financier qui nous ont rejoints dans cette conférence. Il y a effectivement, ça va représenter un travail important pour vous, tiers déclarants, en tant que cabinet d'expertise comptable. Vous allez avoir un travail assez conséquent, on va dire, en fin d'année pour préparer ces taux, et on va dire conséquent pour mettre à jour ces taux régulièrement dans les feuilles de paie. Donc là, c'est quand même pas quelque chose de négligeable. Là, je m'adresse plus particulièrement au cabinet d'expertise comptable. Les CRM, ça va nous prendre un petit peu de temps pour aller les consulter et les mettre à jour au fil de l'eau chaque mois. Et puis, je voulais aussi vous dire que lorsque vous allez transmettre votre pass, alors on va voir tout à l'heure à quelles échéances en fonction de l'effectif de votre entreprise, employeur, eh bien, vous recevrez ce CRM dans les 8 jours qui suivent la transmission de votre déclaration. Dans les 8 jours. C'est donc très rapide. Le temps est extrêmement court. Donc, ça va vous permettre, en le recevant dans les 8 jours, eh bien, de pouvoir interagir pour préparer la paie du mois suivant. Mais ça va nécessiter effectivement du contrôle, de la saisie. Alors, on y reverra tout à l'heure. Les éditeurs, normalement, de paye devraient pouvoir nous automatiser tout ça. On sait qu'ils vont nous automatiser les taux par défaut pour les grands éditeurs de la place française. Pour les autres, je n'ai pas encore eu tous les éditeurs. Pour le taux personnalisé, c'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, je n'ai pas les données pour vous assurer que vous allez pouvoir faire de l'export ou de l'import dans le logiciel. Donc ça, c'est à suivre. On va peut-être l'objet d'un autre webinaire sur le sujet quand on aura un peu plus d'informations de la part des éditeurs. Le rôle, votre rôle employeur, comme je vous le disais, c'est le reversement du montant de l'impôt. C'est un rôle très important, vous avez une responsabilité là-dessus, puisque effectivement par défaut, vous ne transmettez pas de passe alors que vous avez le moyen de le faire, ou vous transmettez un taux erroné qui n'est pas le taux du compte rendu métier. Attention, il y a des pénalités. C'est vous qui allez les supporter, employeur, c'est minimum de 150 €. Alors c'est un petit peu plus subtil que ça, parce que c'est entre 5 et 10% du montant du pass mensuel, suivant si vous êtes dans une erreur de transmission ou dans un défaut de transmission, mais en tout cas, c'est minimum de 150 € par salarié. Donc, il faut qu'on se prépare pour que ça n'arrive pas.
Le reversement de ces montants prélevés, alors les entreprises de plus de 50, je sais qu'il y en a dans la salle, je vous ai identifié, vous avez une date limite de dépôt de la DSN au 5 du mois, donc vous recevrez effectivement le 8 du mois pour vous, reversement du PAS. Pour les entreprises de moins de 50, j'en ai également vu dans la salle, j'ai vu des exploitants agricoles, j'ai vu des commerçants artisans de moins de 50 salariés. Eh bien, vous avez une date limite de la DSN au 15 du mois, c'est un petit peu plus loin, donc le PAS devra être transmis le 18 du mois. Et puis, pour les entreprises de moins de 11, j'en ai également vu participants dans la salle. Et donc, pour vous, vous avez plutôt l'habitude de transmettre votre DSN, votre paiement de DSN au trimestre. Vous transmettez votre DSN chaque mois, bien sûr, mais vous avez plutôt un paiement trimestriel. Le PAS, il va se calquer sur ce que vous avez l'habitude d'être prélevé. Si vous êtes prélevé au trimestre, il se calquera sur le trimestre. Attention, le PAS, c'est un prélèvement. Hein. Donc il va falloir vous habituer à faire du prélèvement automatique. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui pour vos déclarations sociales, je vous invite vivement à aller sur le prélèvement, parce que ça va être un des seuls moyens de paiement. Donc voilà pour votre rôle en tant qu'employeur. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Vous voyez que c'est quand même un rôle assez simple. Sinon, pour vous, alors vous, cabinet d'expertise comptable, vous avez compris qu'effectivement il va y avoir un petit peu de boulot, un petit peu de travail là-dessus. Bon, et puis, vous, employeur de main-d'œuvre, qui êtes autonome dans votre paye, qui gérez, parce que vous avez une configuration, un logiciel de paye adapté, vous avez une assistante du personnel, une DRH dans l'entreprise, ça va être la même chose, il va falloir y passer un petit peu de temps, et ce, dès le mois d'octobre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut l'anticiper, ce PAS pour vous, employeur. Il faut se préparer dès maintenant. Il faut surtout informer vos salariés, parce que les questions, vous allez en avoir. Le réseau Serre France, on a des prestations là-dessus, nous, pour aller vous aider à informer vos salariés, pour tout ce qui est notre clientèle. Donc, pensez à informer vos salariés. Pensez à modifier vos payes dès le mois d'octobre et vous assurer que votre éditeur de logiciel de paye, il est à jour, il est revenu vers vous, il vous a envoyé une mise à jour dans le mois de septembre. Donc ça, c'est super important. Et puis, je rajouterai, je ne l'ai pas mis dans ma slide actuellement, mais je rajouterai, employeur, vous avez deux choses à penser par rapport à votre banquier et par rapport à votre compte bancaire. Vous devez aller sur votre espace professionnel d'impôt.gouv pour aller saisir vos coordonnées bancaires. Parce que le flux DSN, on va avoir besoin de cet élément, cette documentation-là et cette référence-là. Et vous devez vous assurer qu'auprès de votre banquier, vous avez déposé un mandat CEPA. Sinon, votre flux DSN pour le PAS sera buggé. Donc, je rajoute là, c'est vraiment très important. Dans l'été, préparez-vous à ça. Impactez votre site personnel, professionnel sur impôt.gouv et assurez-vous auprès de votre banquier que vous avez bien votre mandat CEPA. Voilà. Et puis, si vous avez fait tout ça, tout va bien se passer. Voilà. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions là au fur et à mesure. On y répondra tout à l'heure. Je sais que vous en avez beaucoup encore aujourd'hui, employeurs, sur le sujet. Maintenant, on va s'adresser un petit peu aux indépendants parce que j'en ai vu aussi dans la salle. Donc, comment ça va se passer pour le revenu des indépendants? Eh bien là, je redonne la parole à mon collègue Gilles. À toi, Gilles, pour les indépendants. Alors, s'agissant des indépendants, essentiellement des contribuables qui déclarent des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des bénéfices non commerciaux. Ludovic, tu peux changer de diapo. Ces contribuables ne peuvent pas voir appliquer le régime qu'on utilise pour les salariés, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il n'y a pas un tiers qui verse le revenu et qui peut pratiquer le prélèvement. Et puis également, il s'agit d'un revenu qui ne se forme pas mois par mois, mais qui techniquement est formé à la date de clôture. Dès lors a été instauré un système d'acompte. Alors ces acomptes sont déterminés par l'application d'un taux à une assiette. Le taux, c'est le taux de prélèvement du foyer, c'est-à-dire le taux tel que communiqué par l'administration fiscale ou un taux éventuellement individualisé ou encore un taux modulé. La seule option qui n'est pas ouverte pour ce type de revenu est celle de l'option pour le taux par défaut. Le taux, le voici. L'assiette, quelle est-elle? L'assiette, c'est le bénéfice, le dernier bénéfice que connaît l'administration fiscale, c'est-à-dire nécessairement le bénéfice de l'année N-2
pour les 8 premiers mois de l'année et le bénéfice de l'année N-1 pour les 4 derniers mois. Ce bénéfice, s'il n'en était pas un, si c'était un déficit, serait retenu pour une valeur nulle pour des raisons techniques évidentes. Le bénéfice est déduit des déficits reportables. S'agissant des exploitants agricoles, les mécanismes spécifiques de la fiscalité agricole trouvent à s'appliquer. En revanche, quelle que soit la catégorie de revenus, il n'est pas tenu compte des plus et moins-values, des subventions d'équipement, ainsi que des indemnités pour perte d'actifs, tout simplement en raison de l'absence de récurrence de ce type de produit. Enfin, si l'entreprise est installée dans une zone type ZRR, ZFU et qui bénéficie ainsi d'abattements sur le revenu imposable, eh bien ces abattements seront pratiqués. Il doit être précisé néanmoins que ce sont les abattements de l'année N, celle de la perception de l'acompte, et non pas des abattements de l'année N-2 ou N-1. Diapositive suivante, merci. Ce produit du taux par cette assiette sera ensuite divisé par 12 pour 12 versements mensuels le 15 de chaque mois, sachant que l'indépendant dispose de la faculté d'opter pour un paiement trimestriel tous les 3 mois, option qu'il devra formuler au plus tard le 1er octobre de l'année précédente, avec ainsi des prélèvements pour le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre. Précisons une chose, c'est que ces acomptes, bien sûr, seront ensuite additionnés et imputés sur le revenu, sur l'impôt, sur le revenu de l'année donc considérée. Si donc ces acomptes s'avéraient insuffisants, l'administration réclamerait un complément d'impôt, puisqu'on le rappelle, on est devant un système de modification du prélèvement de l'impôt, mais en aucun cas sur un système nouveau de détermination de l'impôt. Si donc les acomptes s'avéraient insuffisants, l'administration réclamerait le reliquat, le surplus sur les 4 derniers mois de l'année, où l'indépendant devrait donc payer tout à la fois l'acompte du mois ou du trimestre et les compléments d'impôt sur le revenu qui resteraient dus. Il sera procédé de la même manière pour les revenus fonciers. Pour les revenus dits de l'article 62, c'est ceux des gérants majoritaires, et très probablement pour une catégorie de salariés très particulière, qui est celle des salariés associés des sociétés de personnes qui les emploient. L'administration ne s'est pas encore prononcée à cet égard, mais quoi qu'il s'agisse de salariés, elle les traite généralement comme des indépendants. Pour ce qui concerne plus particulièrement les BIC, les BNC ou les BA, et afin de préserver la trésorerie de ces entreprises, eh bien, il est donné la possibilité d'obtenir un décalage de 3 mois, soit d'une échéance trimestrielle, soit de, au maximum, 3 échéances mensuelles, le tout sur l'échéance suivante, laquelle sera composée donc du montant normal de l'échéance, majoré donc des sommes portées à un report. C'est un dispositif qui permet de gérer la trésorerie, mais il ne permet pas de décaler les paiements des acomptes sur l'année suivante. Dès lors, il n'est pas envisageable de demander ce dispositif en fin d'année. La trésorerie devra donc être suivie de très près avec votre comptable afin de ne pas avoir de trou dans cette trésorerie. Pour la diapo suivante, merci. Sachant donc que pour les situations particulières que sont la création d'activité ou la cessation d'activité, il existe des dispositions. En effet, en cas de création d'activité, l'entrepreneur n'aura pas la référence des 2 années précédentes qui permettrait à l'administration de calculer les acomptes. Donc il n'y aura pas d'acompte à payer. Il risque néanmoins d'y avoir une situation, toujours en termes de trésorerie, télescopage, au bout de 2 ans, quand les acomptes pourront être calculés et que l'entrepreneur, qui n'aura donc pas payé d'acompte, aura aussi à acquitter l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Donc il peut être réfléchi l'opportunité de payer volontairement des acomptes dès le départ. Alors tout cela, bien sûr, est fonction de la situation de chacun, des espérances de revenus des premières années, qui sont sans doute très différentes pour un créateur d'entreprise ou pour quelqu'un qui entre, par exemple, dans une société de personnes. En tout cas, dans l'hypothèse où on choisit de ne pas acquitter des acomptes volontairement dès le départ, il y a lieu de surveiller et de gérer cette trésorerie pour justement ne pas être surpris.
Enfin, en cas de cessation d'activité, lorsqu'un des membres du foyer fiscal cesse de percevoir des revenus relevant d'une des catégories soumises à acompte, eh bien, il le communique à l'administration qui cesse d'opérer des prélèvements sur des acomptes sur ces revenus considérés. Enfin, existent également les prélèvements sociaux, dont on sait que certains sont prélevés, sont appréhendés par l'administration fiscale. Il s'agit des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, donc les revenus fonciers principalement, les bénéfices agricoles des associés qui ne participent pas à l'activité, des BIC, des BNC non professionnels. Donc pour ces personnes, la CSG-CRDS est appelée par l'administration fiscale et sera appelée par voie d'acompte selon le même rythme que les acomptes dus au titre des revenus considérés. Mais le taux, par contre, là, sera le même pour tout le monde. Il s'agit du taux actuellement de 17,2 qui est appliqué sur ces revenus. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques minutes sur les indépendants. Il nous reste quelques temps pour évoquer la situation particulière de l'année 2018, année de transition que certains ont faussement appelée l'année neutre. En effet, le législateur a pris en considération la circonstance qu'il existait un risque de télescopage entre l'ancien et le nouveau dispositif au cours de l'année 2019, où les contribuables commenceraient à payer le prélèvement à la source sur les revenus de l'année 2019 et paieraient l'impôt au titre de l'année 2018. Il a donc voulu éviter d'avoir deux années d'imposition la même année en créant un crédit d'impôt. Mais avant d'aller plus loin, il convient de prendre en considération ce qu'on a dit au départ, ce que Nathalie a exposé, à savoir que tous les revenus ne sont pas dans le champ de la réforme du prélèvement à la source. Ainsi, les revenus qui en sont exclus, comme par exemple des dividendes ou des plus-values des particuliers ou plus-values immobilières, ne pose pas ce problème puisqu'il n'y aura pas de prélèvement, il n'y aura aucun risque à cet égard, ces revenus seront déclarés et imposés comme ils l'ont toujours été. Pour les revenus qui sont dans le champ de la réforme, le législateur a voulu éviter certains opportunismes. Il a voulu donc éviter l'année totalement blanche en créant la notion de revenu exceptionnel. Donc il y a une deuxième subdivision à faire entre les revenus qui seront dits normaux et la fraction de ceux-ci qui sera dit exceptionnel. Pour les premiers, l'impôt correspondant sera neutralisé par un crédit d'impôt appelé CIMR, en développé crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement. Pour les autres, il n'y aura pas de crédit d'impôt et ils sont imposés tout à fait naturellement. Si on peut voir la diapo suivante, vous avez un petit schéma qui vous fait apparaître ce que je viens d'exposer. Je ne m'attarde donc pas plus pour passer à la diapo suivante encore. Merci Ludovic. Donc pour ce qui concerne le crédit d'impôt, on aura compris que s'agissant des revenus qui sont dans le champ de la réforme, la notion de revenu exceptionnel est une notion qui est déterminante. Alors, cédule fiscale, catégorie fiscale par catégorie fiscale, l'administration a listé quels étaient les revenus exceptionnels. Pour les traitements et salaires, sans doute une situation relativement simple, si on tient à part une catégorie de salariés qui sont les dirigeants d'entreprises salariés ou les proches parents d'un dirigeant de société, salariés de cette société. Ces catégories de salariés à part, on peut dire que le salaire perçu annuellement sera, pour ce qui concerne l'impôt, couvert par le crédit d'impôt. Il en ira différemment des revenus dont l'échéance normale n'aurait pas été 2018, des revenus qui ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement, comme des indemnités de départ, malheureusement indemnités de licenciement par exemple, ou qui seraient sans aucun rapport avec le contrat de travail. Pour les traitements et salaires, voilà ce qu'on peut dire. Pour les indépendants, BA, BIC, BNC, ou les catégories de salariés dont nous avons fait état, eh bien là, il y a un autre critère à retenir, qui est un critère de comparaison avec la période triennale qui précède. C'est-à-dire que la part du bénéfice qui va à la part du revenu 2018, qui dépasserait le total, le plus élevé, pardon, du revenu correspondant catégorie fiscale par catégorie fiscale au cours de l'année 2015, 2016, 2017, cet excédent serait considéré comme exceptionnel.
Si je prends un exemple, j'ai un bénéfice de 50 000 euros en 2018, le plus élevé de mes bénéfices 2015, 16 et 17 est de 3 700 euros, 37 000 euros, pardon, je vais avoir 13 000 euros de revenus exceptionnels qui, lui, ne sera pas, pour ce qui concerne l'impôt, couvert par le crédit d'impôt. Les bénéfices sont retenus, mais ne sont pas pris en considération certains éléments non récurrents, comme les plus et moins-values, les subventions d'équipement, ainsi que les indemnités d'assurance couvrant une perte d'actifs. Voilà pour ce qui concerne les indépendants. En sachant, diapositive suivante, Ludovic, qu'un complément de crédit d'impôt pourrait être demandé si le revenu était en progression. C'est-à-dire que si le revenu 2019 est supérieur, dans la même catégorie fiscale bien évidemment, au plus élevé des revenus 2015, 16 et 17, eh bien le différentiel permettrait de revendiquer un complément de crédit d'impôt et donc une restitution d'impôt. Également, l'indépendant peut faire état, ou le salarié dirigeant peut faire état de circonstances particulières, objectives, qui justifieraient que son revenu était exceptionnellement élevé en 2018 et qu'il s'est rabaissé en 2019. Nous ne pourrons pas être plus explicites à cet égard dans la mesure où l'administration fiscale n'a pas encore fait connaître ses commentaires à cet égard à ce jour. Enfin, pour ce qui concerne les revenus fonciers, la chose est assez simple, les 12 mois de loyer sont considérés comme des revenus normaux, sans aucune considération d'importance en comparaison donc avec les revenus précédents ou suivants. En revanche, les revenus qui ne correspondraient pas au loyer de l'année 2018, des revenus des loyers 2017 par exemple, 2019, qui seraient payés en 2018, sont considérés comme exceptionnels. Il en va de même des revenus qui n'ont pas vocation à être appréhendés chaque année, comme une indemnité de pas de porte, un droit d'entrée, etc., une subvention ou, pour ce qui concerne notamment les baux ruraux ou les baux commerciaux, la contre-valeur des améliorations abandonnées par le preneur. Donc cet aspect de revenu normal fait que, quelle que soit l'importance du loyer, dès lors qu'il correspond aux 12 mois de l'année, il n'est pas considéré comme exceptionnel. Et cette mesure a amené une autre disposition qui ne tient plus vraiment au crédit d'impôt, mais qui est plus particulière à l'année de transition pour les revenus fonciers, c'est que le législateur a voulu éviter que le bailleur soit tenté de décaler dans le temps des travaux d'amélioration ou d'entretien qui seraient déductibles de ce revenu foncier. En effet, quel intérêt y a-t-il à diminuer ces revenus fonciers si de toute façon l'impôt qui leur est attaché sera couvert? Pour cela a été prévue une disposition un peu pénalisante, à savoir que les charges correspondantes de travaux qui seraient engagées en 2019 seraient en fait déduites du revenu foncier 2019 sur la moyenne des dépenses similaires en 2018 et 2019. Ainsi, quelqu'un qui aurait décalé l'intégralité des travaux en 2019 ne pourrait déduire en 2019 que 50% des travaux engagés. Cette mesure ne vaut pas pour un logement acquis et par exemple rénové en 2019, mais dans toutes les autres situations. Alors, que faut-il tirer de tout cela? Est-ce que 2018 est une année où il faut être extrêmement frileux? Est-ce que c'est une année où, au contraire, on peut essayer de passer quelques revenus? Tout cela se réfléchit, bien évidemment, sachant que si on parle de crédit d'impôt, il n'y a pas de crédit de cotisation sociale en face. Et puis, évidemment, l'impact du crédit d'impôt peut avoir une incidence sur le taux d'imposition global. Tout cela se réfléchit, bien évidemment, avec son comptable. J'en ai fini pour ce qui me concerne. Merci Gilles pour cette intervention très claire. C'était limpide. Vous êtes nombreux à poser des questions dans le chat. On va prendre un certain nombre d'entre elles. Une première question que je vais poser à Gilles, c'est le site officiel du prélèvement à la source ne mentionne pas, à ma connaissance, et de 60 jours, un changement de situation. Donnez votre source. Attends, excusez-moi. Après ce délai. Alors j'étais très mal entendu, j'ai cru comprendre que si c'est pas le cas, reprends-moi, que se passe-t-il si je n'ai pas déclaré le changement de situation dans les 60 jours? Alors, la question, si j'ai pas
Où est la source? La source de La source de 60 jours, on ne la trouve pas sur le partiel du pass, où est-ce qu'on peut trouver cette source-là? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe si la déclaration est faite après ce délai? Alors, les 60 jours sont prévus par la loi. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas respecté? À ce jour, nous ne connaissons pas véritablement les sanctions. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le contribuable va se pénaliser lui-même, parce que il est évident que dans le laps de temps que nous disposons, il n'est pas possible de faire état de toutes les particularités. Mais j'ai parlé de modulation tout à l'heure, et cette faculté de moduler est subordonnée à ce que préalablement le contribuable soit à jour de ces modifications de situation, puisque bien évidemment la modification de situation va entraîner une modification du taux, etc. Donc pas de possibilité de demander une modulation si on n'est pas déjà à jour au regard de ces changements de situation de famille. Deuxièmement, pour bien des événements, ils ont un impact sur l'imposition qui est peut-être jugé comme favorable par le contribuable. S'il ne le fait pas, cela va retarder la prise d'effet par l'administration, la prise en compte par l'administration de sa situation. S'il y a d'autres sanctions à ce jour, nous ne les connaissons pas. Une deuxième question, Gilles. Quel taux utiliser pour des foyers ayant des revenus BIC, BOC et des salaires? Je suis désolé, mais je reçois très mal. Il y a un écho terrible. Alors, je répète. Quel taux utiliser pour des foyers ayant des revenus BIC, BNC et des salaires? Alors, le taux, je n'ai sans doute pas été assez précis à cet égard et je vous prie de m'en excuser tous. Le taux, c'est le taux du foyer fiscal. Ce taux va s'appliquer à l'intégralité des revenus. Simplement, il va servir de manière différente selon qu'on a un revenu qui est soumis à la retenue à la source, puisque c'est ce taux, ainsi que l'a très bien expliqué Nathalie, qui va venir s'imputer sur le revenu, être collecté et payé. S'agissant des indépendants, donc on va prendre l'hypothèse de personnes qui disposent de BIC ou BA et de salaire, le salarié verra son salaire imputé des retenues à la source déterminé à partir du taux, et l'indépendant verra ses acomptes calculés au moyen de ce taux s'appliquant à son bénéfice pour déterminer le montant annuel d'acompte, ensuite divisé par 12 ou par 4, ainsi que je l'ai présenté tout à l'heure. Donc c'est bien le même taux qui sera utilisé. D'accord? On a un taux qui est le même pour le foyer fiscal, à moins qu'on demande bien sûr des taux individualisés, mais avec l'effet global qu'on connaît, et qui sera utilisé quelle que soit la catégorie de revenus visée par la réforme. Très bien, merci. Merci Gilles. On a une question qui est la suivante. Des IJSF en cas de subrogation, puis en cas de non-subrogation, et donc c'est Nathalie qui va répondre à cette question. Alors là, on a effectivement eu la réponse de l'administration sociale là-dessus, c'est assez simple. Donc toutes les IJ subrogées partiellement ou complètement, c'est le PASS. Vous allez devoir, vous, employeur, imputer le PASS sur la valeur qui va rester du salaire net imposable. Et tout ce qui sera effectivement pas subrogé, c'est la CPAM qui va prélever le PASS. Ensuite, on a une question qui est quelle administration fiscale de référence pour des entreprises qui ont des salariés sur plusieurs départements? Il y a la réponse, c'est le siège social. L'administration fiscale est liée au département où se trouve le siège social. On a une question ensuite qui est comment cela va se passer pour les TESA. Là, je vais donner également la parole à Nathalie sur ce point. Alors, pour le TESA, nous avons actuellement, donc le TESA, pour ceux qui ne seraient pas au régime agricole, c'est le titre emploi saisonnier agricole qui est réservé au régime MSA pour des saisonniers, pour traiter la paye des saisonniers. Pour le TESA, nous sommes actuellement sur le TESA actuel, puisque le nouveau TESA qui va intégrer le PASS n'est pas déployé par la MSA. J'étais encore la semaine dernière avec la Caisse centrale MSA. Le nouveau TESA a été reporté à plusieurs reprises. Il est reporté au plus tard le 1er janvier 2019 et on va essayer, la Caisse centrale MSA va essayer de le déployer à partir du 1er octobre. Donc on va dire que ce nouveau TESA va être déployé entre le 1er octobre et le 1er janvier. Là, le nouveau TESA intégrera le PASS.
Le TESA actuel n'intègre pas le PASS. Ça veut dire que pour tous vos salariés saisonniers où vous pratiquez du TESA, vous ne pourrez pas tester le PASS sur le TESA actuel. Voilà, Ludovic. Merci. On a une question de Céline qui est obligatoire de faire apparaître le taux dès le mois d'octobre sur le bulletin de paie. Oui, bien sûr, le taux doit figurer obligatoirement sur le bulletin de paye à partir donc... alors, ça va dépendre de vos éditeurs, hein, parce qu'effectivement, normalement, c'est septembre, mais je doute fort que les éditeurs aient encore le temps de nous mettre à disposition leur dernière mise à jour. Nous comptons plutôt sur octobre. Donc, entre octobre et décembre, il faut impérativement que votre taux du PASS, d'ailleurs, vous aurez le nouveau bulletin de salaire là, qui est également en développement chez l'ensemble des éditeurs, puisque vous devrez faire apparaître le salaire net imposable avant PASS et après PASS, le taux du PASS, le montant du PASS. Donc, voilà. Donc ça, c'est obligatoire. Le gouvernement a beaucoup insisté là-dessus. Je vais poser maintenant une question à Gilles, et une question à savoir, est-ce qu'il y aura une tolérance de l'administration fiscale au démarrage? Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler de tolérance dans la mesure où l'administration fiscale va réaliser l'essentiel du travail, ainsi que ça a été indiqué, à savoir que c'est elle qui calcule les taux, c'est elle qui calcule les acomptes. Donc, pour ce qui concerne les salaires, Nathalie l'a très bien dit, on a une phase de préfiguration qui commence sur le dernier trimestre, sur la fin de l'année donc 2018, ce qui fait que théoriquement tout le monde est prêt au 1er janvier et que pour les entreprises on a exposé quand même que le système de la DSN permettait à tout le monde d'être en ligne et en l'absence de taux, s'il y avait un bug quelconque, si l'entreprise n'avait pas par exemple le taux de prélèvement appliqué pour un salarié, il y a le taux par défaut qui à cet égard effectivement est une solution fourre-tout tout à fait utile. Pour ce qui concerne les indépendants, pour ce qui concerne les revenus fonciers, l'administration va communiquer un montant d'acompte. Et ces acomptes feront l'objet de prélèvements, celles qui a réalisé le travail. Donc, en termes de tolérance, je ne vois pas bien ce qu'on pourrait envisager, puisqu'une tolérance pourrait être prise en considération s'il fallait que le contribuable ait de lui-même à réaliser un certain nombre de choses. Alors, c'est vrai qu'à part mettre en ordre le fonctionnement de la paye, comme Nathalie l'a dit, au surplus, c'est l'administration qui aura déterminé le tout. Donc, je ne vois pas véritablement quel type de tolérance elle pourrait mettre en place. Merci Gilles pour cette réponse. Il y a une question de Florence qui nous dit: y a-t-il un formulaire d'information à diffuser aux employés? Je vais laisser la parole à Nathalie sur cette question. Alors, il n'existe pas à ce jour de formulaire type d'information à diffuser aux salariés. Je vous ai dit qu'effectivement, cette information, elle était importante, que vous deviez, je pense que vous pouvez effectivement vous servir des kits collecteurs qui sont sur impôts.gouv. Vous pouvez aussi solliciter Serre France. Nous intervenons dans les entreprises pour venir présenter le PASS à vos salariés, bien sûr en votre présence. Et de nombreuses interventions ont déjà eu lieu sur le sujet auprès de vos salariés. N'hésitez pas à consulter votre agence Serre France la plus proche. Je prendrai la question ensuite de Jessie, celui qui passe de salarié à TNS 2018. Comment cela se passe dans une situation comme celle-là? Nathalie, Gilles, alors, je suis désolé Ludovic, là je n'ai carrément pas compris le moindre mot. Alors, je vais répéter. Est-ce que Nathalie peut répéter la question? Si Nathalie est à côté de toi, est-ce qu'elle peut répéter la question parce qu'elle est plus audible? TNS, de salariés à TNS sur 2018. Ah, Les salariés d'accord.
Comment est-ce qu'il fait? Très bien, je crois que j'ai compris. Je vais reformuler pour être certain d'avoir compris. Que se passe-t-il en quelque sorte si de salarié je deviens travailleur non salarié en cours d'année? Effectivement, c'est une question très pertinente. Alors pour ce qui concerne le salarié, à partir du moment où on n'a plus de salaire versé, on n'a plus de base de calcul de la retenue à la source, s'arrête à l'instant T. Donc là, pas de souci. Ensuite, ce salarié devenu TNS relève du régime des acomptes. Et là, il va manquer, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'administration, la période biennale nécessaire, c'est-à-dire la N-2 et N-1. Donc, ce salarié de TNS n'a pas d'acompte à régler, sauf si lui-même demande, comme on l'a dit tout à l'heure, pour ce qui concerne les débuts d'activité, à payer volontairement des acomptes. Donc voilà, tant que je suis salarié, je paye. Le jour où je n'ai plus de salaire, j'ai plus de base, on n'a plus donc de retenue à la source, on passe dans le régime des acomptes. Tant qu'on n'a pas la référence biennale, on n'a pas les acomptes qui sont calculés. Très bien. Merci cette réponse. On va arriver au terme de ce webinaire en remerciant à la fois Nathalie et Gilles pour leur présentation qui était claire, limpide. Vous aurez la possibilité de revoir en replay ce webinaire. Vous avez été à nous interroger sur le fait d'obtenir ces supports dont vous êtes envoyés. Vous allez les avoir. Vous avez également la possibilité sur le site france.fr de trouver une fiche conseil dédiée à l'événement qui a été fait, et puis bien d'autres informations, que ce soit sur des sujets d'ordre comptable, à la paye, au conseil, à l'actualité. Je vous encourage à les découvrir ce site rempli d'informations, à la fois des fiches conseils, des vidéos, des témoignages de clients, qui est une grande source d'informations. Merci pour votre présence. Nous allons passer un petit moment par chat pour être capable de répondre à quelques questions complémentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire que nous organiserons probablement en octobre-novembre. Vous serez bien évidemment informés de celui-ci. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.